le temps est venu de réunifier le pays. Entre 1573 et 1598, 3 hommes participent chacun à leur tour à cet exploit et parviennent à mettre fin au combat incessant qui déchire le Japon depuis un siècle. Ces hommes sont dans l'ordre le vainqueur de guerre Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Et c'est ce dernier, Tokugawa Ieyasu, qui prend l'initiative de réorganiser complètement la société japonaise, et c'est ainsi que commence la période d'Edo. Alors c'est quoi l'ère d'Edo ? Il faut comprendre que le Japon a une façon particulière de délimiter les différentes périodes de son histoire. Rien à voir avec le classement occidental qu'on connaît, qui divise les siècles entre Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et époque contemporaine. Non, pour le Japon, un tel classement n'a pas le moindre sens. À la place, le pays en fait s'inspire de la tradition chinoise qui organise ses époques historiques autour en fait des grandes dynasties impériales. De la même manière, l'entrée dans une nouvelle ère au Japon coïncide souvent avec un événement marquant pour le pays. Par exemple, il peut s'agir d'une passation de pouvoir, de la fin d'une guerre ou du transfert de la capitale d'une ville à une autre. En 1603, lorsque Tokugawa Ieyasu arrive à la tête du nouveau Bakufu, il installe son palais et le shogun dans la ville d'Edo, la désignant donc comme capitale. Il renoue ainsi avec une tradition ancienne qui place la cour impériale à l'ouest du pays et le Bakufu à l'est. La période des États belligérants est terminée. La capitale est donc transférée à Edo et le pouvoir nippon est entièrement réorganisé. En l'espace de quelques années seulement, tous les marqueurs susceptibles d'indiquer le passage à une nouvelle période historique ont été réunis. C'est donc en toute logique que le Japon entre dans une nouvelle étape, si vous voulez, de son histoire, la période d'Edo. Et si on revient dessus aujourd'hui, c'est justement parce que cette étape est importante, cette période est importante. C'est effectivement un tournant majeur de l'histoire nippone, pendant lequel le pays passe d'une société féodale, en guerre en plus, à une nation moderne, bénéficiant d'une place de maître sur l'échiquier économique mondial. De féodal à industriel, d'isolationniste au libéralisme économique, comment le Japon bascule-t-il d'un monde à l'autre en l'espace de 2 siècles et comment la culture nippone se cristallise-t-elle au cours de cette période ? Pour le Japon, c'est une époque à la croisée du temps et à la croisée des mondes. Le nouveau Bakufu est donc installé à Edo, comme je l'ai dit, qui devient la capitale politique de l'archipel et la première ville du pays. Malgré tout, elle n'en devient pas la plus importante. À Kyoto, la cour impériale a toujours une influence majeure assez importante sur les habitants du fief et la ville d'Osaka fait concurrence à Edo pour les activités commerciales qui s'y déroulent. Au-delà de la répartition tripartite du pouvoir, entre ses dimensions politiques, symboliques et économiques, la nation nippone repose tout de même avant tout sur un pouvoir centralisé qui organise la société au rythme d'une hiérarchie stricte. Les provinces stratégiques sont ainsi confiées à la direction des vassaux directs du shogun, afin que le Bakufu, si vous voulez, en garde un contrôle maximum. Il s'agit par exemple de l'île de Sado, où sont les mines d'or et d'argent, du port de Nagasaki, où il se fait le commerce avec la Chine, et des provinces qui entourent Kyoto et Edo. Si les fiefs sont déjà soumis à une certaine hiérarchie, c'est pareil pour l'ensemble de la population japonaise, globalement divisée en 4 parties bien distinctes, les paysans, les artisans, les commerçants et les guerriers. Évidemment, cette dernière catégorie bénéficie d'une place prédominante au sein de la société de l'époque. Mais pourquoi, me direz-vous ? Parce que au Japon, le schéma de la société idéale correspond à une vision confucianiste de l'élite, ce qui veut dire que les différentes catégories de la population sont pensées en fonction des rôles jugés nécessaires au bon fonctionnement du pays. Les paysans ont un rôle primordial dans la société japonaise, puisque c'est eux qui nourrissent la population. Ils bénéficient du privilège de faire partie d'une catégorie dite utile, contrairement aux commerçants qui sont largement méprisés, surtout lorsqu'ils ne produisent pas eux-mêmes leurs marchandises. Les artisans, n'étant ni superflus ni indispensables à la survie des autres, ils ont de leur côté un rôle plutôt, on va dire, secondaire. Enfin, tout en haut de la pyramide du pouvoir, chargé d'assurer l'ordre et de garantir la paix aux habitants des fiefs en échange des ressources qu'ils leur procurent, vous avez compris, se retrouvent les guerriers.
Eh bien étonnamment, ça ressemble en fait à la société occidentale organisée en trois ordres, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Le système japonais a malgré tout ceci de particulier qu'il ressemble presque à des liens familiaux. Le seigneur est une sorte de père pour les habitants de son fief et en fait il se doit d'assurer leur bien-être. Il régit donc tous les échanges entre différentes classes, guerrières, paysannes, artisanes et commerçantes. Sauf que, en réalité, cette organisation sociale devient complètement obsolète pendant la période Edo. Et d'abord parce que la paix instaurée par Oda Nobunaga a tout simplement mis les samouraïs en retraite forcée. Et si les guerriers doivent aussi protéger la population des éventuels crimes mineurs, eh ben, ils sont dans tous les cas pas du tout en capacité d'agir. Dans les faits, ces soi-disant protecteurs vivent près de leur seigneur, en ville, bien loin des campagnes qu'ils ont à leur charge. Et là encore, je reviendrai sur ce point dans quelques instants. Par ailleurs, la vision confucianiste de la hiérarchie sociale idéale ne reflète en rien le véritable prestige dont les commerçants bénéficient. S'ils sont, dans l'absolu, considérés, comme je vous l'ai dit, comme méprisables dans leur tendance à s'enrichir sans servir le collectif, eh bien, ils se retrouvent paradoxalement souvent en haut de l'échelle sociale. Eh bien, là encore, un peu comme la bourgeoisie commerçante de la fin du Moyen-Âge occidental, c'est encore une fois étonnant. Je trouve ce parallèle entre les deux, parfois. L'activité grandissante des villes commerçantes, comme Osaka, Nagasaki, permet le développement fulgurant d'une bourgeoisie marchande pendant la période d'Edo. Il arrive alors que certains commerçants atteignent même le poste de daimyo. Ils deviennent tout simplement des seigneurs. Et oui, de tout temps, l'argent, et en tout lieu, a été synonyme de puissance. Le shogun, de son côté, fait tout son possible pour freiner une quelconque mobilité sociale. Il installe des cloisons étanches entre les différentes classes et instaure des codes vestimentaires stricts, des coutumes matrimoniales marquées et des normes distinctes sur l'habitat et le langage. Résultat, si les samouraïs restent la classe sociale la plus privilégiée de la société d'Edo, en contrepartie, ils doivent se soumettre aux règles les plus drastiques, hors de question que les débâcles de la période des États belligérants ne se reproduisent. La hiérarchie est donc stricte. Les samouraïs sont désormais des vassaux extrêmement loyaux à leur seigneur et ne peuvent donc plus rêver d'asseoir leur autorité sur les provinces japonaises. En résumé, les samouraïs ne sont plus sollicités par la guerre. Qui plus est, le shogun les éloigne des campagnes où ils règnent presque en maître depuis près d'un siècle, intimidant les habitants de leur province à coups de sabre pour faire entendre leurs lois. Désormais, plus rien de tout ça n'est possible. Du coup, n'étant plus ni guerriers ni seigneurs, qu'est-ce qu'ils deviennent ?